Merci de nous retrouver sur iRadio ITV, emedia.sn. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le jury du dimanche. En ce dimanche 24 septembre 2023, le JDD reçoit M. Ndongo Ndiaye, ancien conseiller spécial de Macky Sall, chargé de la jeunesse et des sports. Il a occupé ce poste de 2012 à 2022 avant de démissionner en février 2023. Ndongo Ndiaye est aussi militant des premières heures de l'APR ou ex-militant et le fondateur du mouvement Partenariat pour la paix et la prospérité. Il est maintenant candidat déclaré à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Mais Ndongo Ndiaye est aussi connu pour avoir été un basketteur international. Monsieur Ndongo Ndiaye, bonjour et merci. Bonjour Aïssata, je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie le groupe E-Media. Je passe un bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de iRadio et ITV. J'espère qu'aujourd'hui on aura une bonne heure de discussion. On espère aussi. Alors, M. Ndongo Ndiaye, il y a 7 mois, vous aviez annoncé votre démission du cabinet du président Macky Sall et surtout aussi de l'Alliance pour la République, APR, dont vous êtes membre depuis 2008. Après 15 ans de collaboration, Ndongo Ndiaye, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à prendre cette décision? Alors, Aïssata, en réitérant mes remerciements pour cette belle invitation, je tiens à dire que j'ai eu un compagnonnage fécond avec le président Macky Sall. J'ai eu à être membre de l'Alliance pour la République bien avant la deuxième alternance, donc membre fondateur de l'Alliance pour la République. Ceci est le fruit d'un engagement personnel d'abord, parce qu'une amitié entre moi-même et Macky Sall qui a tourné à un engagement politique. J'assume d'abord cet engagement, j'assume le compagnonnage que j'ai eu avec le président Macky Sall. Je crois que durant toutes ces années de compagnonnage, on ne m'a pas vu faire autre que jouer le rôle de conseiller. Je l'ai joué avant son arrivée au pouvoir et je l'ai joué en tant que conseiller spécial à la présidence de la République. Mais était venu le moment d'assumer ses responsabilités. Je pense que plus que toute autre personne, lui-même, le président Macky Sall, est capable de comprendre ma position. Parce que lui-même a été démissionnaire du PDS après avoir contribué à construire la première alternance. Mais il ne s'est pas réveillé, il a dit, écoutez, c'est le moment de partir, je pars. Il a une histoire derrière sa démission, il y a une histoire derrière la vôtre, c'est laquelle? Il y a une histoire, et l'histoire était beaucoup moins volubile, mon histoire était beaucoup moins volubile, moins visible, mais elle est la résultante d'un engagement envers un pays. Ce n'est pas un problème personnel, ce n'est pas une mélancolie, un sentiment personnel que j'ai eu envers une personne ou une autre, mais c'est plutôt un engagement que j'ai réitéré envers le pays. Je crois que... Un engagement que vous ne pouviez pas faire auprès du président Macky Sall? Non. Je trouve qu'il était venu le moment d'assumer ses responsabilités. Je vois qu'aujourd'hui, la mode, c'est tu attends, si tu ne reçois pas ce que tu désires, tu cherches un autre chemin. Pour moi, la voie était autre. Pour moi, il fallait assumer ses responsabilités. Assumer ses responsabilités par rapport à quoi? C'est-à-dire, j'avais une vision différente. J'avais une vision complémentaire de la vision du président de Macky Sall. Je crois qu'il a fait un travail et puis je l'assume, j'assume ma part de responsabilité dans son bilan. Mais il fallait compléter le travail
qui n'était pas accompli à mon avis, qui avait certaines failles, certaines parties qui étaient incomplètes. Et pourquoi avoir attendu près de 15 ans? Bon, c'était le moment, parce qu'aujourd'hui aussi, le compagnonnage, ce n'est pas seulement le service, c'est aussi l'apprentissage. Je crois que je ne pouvais pas me lever, ma position aujourd'hui ne serait pas la même si je me levais avant 2019, parce que je n'avais pas, pour moi, les outils nécessaires. Je n'avais pas encore acquis l'expérience que j'ai acquise aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, je suis amène de dire que j'ai les outils nécessaires pour poursuivre ce rêve, pour poursuivre cet engagement envers la nation. Il se dit que Ndongo Ndiaye a quitté le cabinet du président parce qu'il se doutait que Macky Sall voulait un troisième mandat. Est-ce que c'est vrai? Bon, ça, je l'ai dit clairement. Moi, j'ai dit qu'il y a deux choses. Soit qu'ils disent qu'il veuille une troisième candidature, je ne l'aurais pas supporté sur ça. S'il disait aussi le contraire, je n'aurais pas... Parce que moi, je ne suis pas engagé envers les autres. Moi, j'étais engagé envers Macky Sall et que mon engagement, je l'ai assumé jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai accompagné Macky Sall sur toutes les élections de 2009 jusqu'à la dernière élection de 2021. Donc, moi, j'ai assumé tout mon rôle que je devais assumer. J'ai vraiment joué le rôle politique à ses côtés que je devais jouer. Et avez-vous été surpris par sa décision de ne pas se présenter en 2024? Je l'avais même prédit. Je l'avais même prédit parce que, à mon avis, moi, connaissant la personne, j'ai maintes fois entendu dire devant nous, devant les populations sénégalaises, qu'il n'allait pas se représenter. Je ne l'ai jamais entendu dire le contraire. J'ai vu par contre des actes qu'il posait qui montraient qu'il pouvait être intéressé à se dédire. Mais pour vraiment couper court à tout cela, moi j'ai pris ma décision. Je me suis dit que, écoute, en ces moments où il y a une indécision, il est important de ne pas se laisser entraîner dans des discussions qui ne valaient pas la peine. Je me suis dit alors qu'il faut prendre ses responsabilités. Et je pense que l'intelligence, à mon avis, c'est la capacité de trouver, de résoudre un problème qui n'est pas encore posé. Pour moi, le problème allait se poser. Le problème qui est aujourd'hui, ce problème de choix. Oui, c'est un problème qui n'était pas posé, mais qui allait se poser. Parce que je le savais, je le voyais venir. Parce que l'APR était un melting pot. Êtes-vous parti parce que vous saviez que Macky Sall n'allait pas porter son choix sur vous? Enfin, ici au Sénégal, tu sais, il y a une réalité qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, quand on est relativement jeune, quand on est d'un certain âge, quand on n'est pas encore vu dans la sphère politique comme un vétéran politique, en général, les gens ne se donnent pas la considération nécessaire. Et je crois qu'aujourd'hui, vu mon engagement, mais vu aussi la donne politique, vu aussi la réalité politique du Sénégal, il est important de savoir que le Sénégal aspire à autre chose. Les Sénégalais aspirent à autre chose. Il y a nécessairement un désir de changement. Et ce désir de changement, il faut un nouveau discours, de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Il faut une nouvelle configuration politique. Ça, je ne crois pas qu'on l'ait lu. Ça, je ne crois pas que ni notre parti, mon ancien parti, ni le monde politique l'ait lu. Pensez-vous que c'est vous qui devez incarner cette nouvelle configuration politique? Bon, moi, je pouvais être une partie de ceux qui l'incarnent. Pour moi, il fallait de nouveaux visages. Il fallait vraiment des gens qui ne sont pas là depuis Mathusalem. Ndongo Ndiaye, vous êtes membre fondateur de l'APR. Vous êtes avec le président Macky Sall depuis son élection en 2012. Qu'est-ce qui vous différencie de ces anciens visages de l'APR qui sont avec lui depuis longtemps? Voilà, moi, je n'ai jamais assumé certaines responsabilités. Je n'ai jamais assumé une responsabilité décisionnelle dans le pouvoir du président Macky Sall.
J'ai été conseiller, j'ai assumé mon rôle de conseiller, j'ai donné mon avis sur toutefois que ça a été demandé. J'assume les parties florissantes de mon rôle de conseiller. J'ai participé pleinement à la construction du stade Abdoulaye Wade. J'ai même participé à la construction du Dakar Arena. Conseiller en sport, c'est sûr qu'on va faire le bilan avec vous. On va parler des ups et des downs pour parler comme un Américain. Absolument. Alors, Ndombo Ndiaye, en 2024, pour la première fois de notre histoire, nous aurons une élection sans le président sortant. Alors, à votre avis, quelles sont les qualités que devrait avoir le futur président de la République? La première chose, c'est d'abord l'information. L'information est qu'il y aura un changement, un grand changement en 2024. Parce que ce serait l'aboutissement de l'engagement des Sénégalais. Les Sénégalais veulent un changement et ils l'auront. Ils l'auront en 2024. Et ce changement, ce n'est pas seulement le changement de président. Ce n'est pas seulement faire partir Macky Sall qui a décidé de le faire volontairement. Ou bien, entre guillemets, volontairement. C'est-à-dire, mais il est important de savoir qu'en plus du départ du président Macky Sall, il y aura aussi un changement de la configuration politique. Tous ces gars-là qu'on voit qui aujourd'hui occupent la scène politique, à mon avis, il y aura de nouvelles personnalités politiques qui vont émerger. Et c'est ça l'enjeu exactement de l'élection 2024. Pour moi, l'élection présidentielle de 2024 montrera un nouveau visage du Sénégal. Et que nous allons, à partir de là, décoller, à mon avis. Parce que oui, on a vécu les indépendances. Et qu'est-ce qui différencie cette élection de celle de 2019 et de 2012 et de bien plus encore? Bon, déjà, je dis... Pourquoi le Sénégal devrait décoller justement après l'élection présidentielle de 2024? J'en viens là. Avant 2012, c'était tout juste à chaque fois une continuation de l'action politique. Les mêmes hommes les mêmes hommes et les mêmes femmes qui se partageaient le pouvoir, qui rôdaient autour du pouvoir en tant qu'exécutants ou en tant qu'opposants, c'était toujours les mêmes personnes. Aujourd'hui, la particularité, vous pouvez le dire autant que moi, c'est qu'à 6 mois, 5 mois des élections, personne n'a aucune lisibilité. Personne ne peut lire qui est favori, qui ne l'est pas. Oui, il y a des gens qui viennent de derrière et qui veulent sortir de l'ombre, mais il faut savoir que c'est une élection inédite. Et ça montre la particularité de cette élection. Cette élection est vraiment une élection qui va donner un nouveau visage, une nouvelle existence politique au Sénégal. Êtes-vous en train de prédire ou de dire la fin de règne de la coalition Benno Bokk Yakaar? Bien sûr, je crois que Benno Bokk Yakaar est une coalition aujourd'hui qui a l'agonie, je peux le dire, mais aussi tout cet attelage-là va se terminer. Benno Bokk Yakaar comme constitué, parce que pour moi, c'est une coalition qui a perduré, qui a fait plus que ce qu'une coalition devrait faire. Deuxièmement aussi, en plus de Benno Bokk Yakaar, mais toutes ces personnalités politiques qui rôdaient autour du pouvoir vont aller faire autre chose. Je pense qu'il y a une jeunesse qui est là, qui tape à la porte et qui va se montrer dans les élections à venir. Je pense qu'à partir de 2024, nous verrons de nouveaux visages, nous verrons un président nouveau, nous verrons un président jeune. Je peux vous annoncer que le président du Sénégal en 2024 sera né après 1970. Il ne peut pas être plus âgé que Macky Sall. Le prochain président du Sénégal sera plus jeune que Macky Sall. Il aura une vision qui est comparable à la vision de la majorité des Sénégalais. Il aura un engagement, une énergie. La vision de Macky Sall n'est pas comparable à celle de la majorité des Sénégalais? À mon avis, non.
pourquoi vous êtes resté autant de temps avec lui? Ndongo, vous avez un actif en passé avec le pouvoir. Je l'assume. Vous avez passé la majorité des années que Macky Sall a passé au pouvoir auprès de lui, à le conseiller. Comment vous pouvez aujourd'hui nous dire que Macky Sall n'a pas la même vision que la majorité des Sénégalais? Et comment cette personne qui a conseillé Macky Sall pendant toutes ces années peut-il prétendre vouloir changer le quotidien des Sénégalais s'il a pu accompagner une personne qui n'avait pas la même vision que les Sénégalais? Oui, je pense que d'abord il faut reconnaître le rôle d'un conseiller. Le rôle d'un conseiller, c'est de conseiller. Donc je ne prends pas de décision. Et ensuite, il y a une aspiration qu'on a quand on est jeune conseiller. Tu es là, enthousiaste, chaque jour, écrivant, chaque jour, essayant de gagner l'attention de l'autorité, pour au moins lui dire ce que tu penses d'un tel ou d'un autre sujet. Je tiens à t'affirmer, excuse-moi de tutoyer, je tiens à vous affirmer, madame, que tout ce que je dis aujourd'hui à haute voix, je le dis à l'interne. Peut-être je n'avais pas été écouté, peut-être on ne m'a pas prêté l'attention qu'il fallait. Mais sur le cas de la jeunesse, par exemple, aujourd'hui, nous avons une population à plus de 70% de moins de 35 ans. Et le président Macky Sall n'a jamais eu la connexion nécessaire avec la jeunesse. Il n'a jamais emprunté le langage de la jeunesse. Et pourtant, dès son accession à la magistrature suprême, l'une de mes premières notes, de mes premiers conseils, était de lui dire de porter le message de la jeunesse, de porter la jeunesse dans ses messages. Malheureusement, je n'ai pas pu. Peut-être c'est de ma faute, peut-être c'est aussi de sa faute. Mais vous avez regardé faire pendant 10 ans. On peut faire. Vous aviez le choix, Ndongo Ndiaye. Lequel? Vous aviez le choix de quitter, de changer complètement, de quitter cette vision qui ne vous convenait pas? J'ai quitté quand était venu le moment de le faire. Parce que au-delà de cette différence entre nos deux visions, il y avait aussi quand même des choses qu'on a réalisées ensemble. Je peux parler d'un bilan sportif qu'on a vraiment réalisé. Donc, au-delà vraiment de ces différences, il y a quand même quelque chose de positif qu'on a eu à faire. Et je pense qu'il faut que le bilan aussi ne s'arrête pas seulement au négatif. Oui, il y a des choses à compléter et je les assume. J'ai assumé ce rôle et ce manquement, je l'assume. Avec bien sûr les prouesses qu'on a eues en sport, sur les infrastructures, sur l'idéologie sportive, parce que je le dis sans vraiment, en toute humilité, je suis l'une des personnes qui est portée la voie de la victoire. Parce que j'ai demandé, j'ai insisté, j'ai pu gagner la vision de l'autorité sur le fait qu'il ne suffit plus de participer. Le Sénégal doit être un pays de la gagne. Et je pense que vous avez lu le discours du président de la République lorsque les Lions quittaient pour aller à Yaoundé. Ça, je l'assume. Je vois que le président a changé de ton. Et ça, c'est nous qui étions derrière. Et ça, je l'assume. Mais en même temps, j'assume les manquements. C'est ces manquements-là qu'il faut compléter. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin d'une nouvelle énergie. Le Sénégal a besoin de quelqu'un... C'est comme, je dirais, une grande équipe de football ou de basket qui a tout ce qu'il faut, qui a les éléments, qui a vraiment tous les joueurs qu'il faut, mais qui n'arrivent pas à gagner. Il est temps maintenant de changer de voie dans les vestiaires. Et je pense que c'est le moment de trouver une nouvelle personne avec une nouvelle voix qui puisse faire jaillir l'énergie sénégalaise. Et je pense que c'est ça le moment et c'est ça l'enjeu des élections de 2024. Alors, aussi au Sénégal, on a tout, on a tout ce qu'il faut pour décoller. Il nous reste seulement cette énergie, il nous reste seulement cette vision, il nous reste seulement cet encouragement, il nous reste seulement cette nouvelle conscience de la jeunesse
pour aller de l'avant. Et c'est ça qu'il nous faut. Et c'est ça que nous allons apporter en tant que président de la République. Alors, vous suivez le jury du dimanche sur e-radio, ITV, emedia.sn. Je rappelle que nous recevons M. Ndongo Ndiaye, il est candidat à déclarer à l'élection présidentielle de 2024. Alors, M. Ndongo Ndiaye, dans la vision du président Macky Sall, le plan Sénégal émergent doit guider les politiques publiques jusqu'en 2035. La vision politique de Ndongo Ndiaye, candidat déclaré à l'élection présidentielle, prônerait une continuité ou un changement de paradigme? Alors, il faut d'abord, avant de parler de programme, de vision, il est important de savoir que le Sénégal a plus besoin d'hommes de qualité que de programmes de qualité. Aujourd'hui, nous avons presque de bons programmes qui se discutent la présidence. Je dis que le plan Sénégal émergent n'est pas mauvais. Il est bon. S'il est bien géré, on peut dire que ce n'est pas un plan qui est mauvais. Mais les plans, il y en a beaucoup qui sont bons. Mais c'est la gestion de ce pays, c'est la gestion du Sénégal. C'est la qualité de ceux qui les gèrent, ces plans. C'est ça qui nous manque. Je pense qu'il est important de un peu se focaliser sur la qualité des hommes et des femmes qui dirigent ce pays. C'est ça vraiment qui va être la grande rupture de 2024. Ce n'est pas un programme, ce ne sera pas un enjeu de programme. Oui, mais le programme, vous aspirez à diriger ce pays. Oui. Vous avez un projet pour ce pays. Ce projet, il sera articulé autour des mêmes axes que le PSE ou vous avez d'autres axes que vous avez créés? Nous avons de nouveaux axes qu'il faut amener. Et ça se base totalement sur de nouvelles réformes. Je pense que nous allons réformer la justice. Aujourd'hui, le plus grand acte que nous allons poser, le premier acte qui sera posé dès les premières heures de notre prise de pouvoir, Inch'Allah, c'est que nous cesserons d'être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que vous avez justement soumis cette proposition au président Macky Sall quand vous étiez son conseiller? Bon, écoute, est-ce que vous lui en aviez parlé? Ça veut dire que vous n'étiez pas d'accord qu'il soit. Et même dans vos engagements, j'ai vu, vous avez dit que vous n'allez pas être président et chef de parti. Est-ce que vous aviez demandé en tant que militant de l'APR au président Macky Sall de démissionner de l'APR et de démissionner en même temps du Conseil supérieur de la magistrature? Ceux qui me connaissent savent que ce que j'ai dit, je répète, etc., que tout ce que j'ai dit aujourd'hui en haute et intelligible voix, je l'ai dit à l'interne. Donc vous lui avez demandé de démissionner? Bien sûr. Plusieurs fois. J'ai toujours essayé d'être droit et quelquefois même ça m'a causé du tort. Quelquefois même on me traitait un peu de tête brûlée, de militant. Qu'est-ce qu'il vous a répondu quand lui avait demandé de démissionner de l'APR? Ça, je crois que c'était un peu un travail de conseil de son patron et je ne pouvais pas totalement divulguer ce qui a été dit. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne l'a pas fait. Alors, ce qu'il ne l'a pas fait. Et moi, je continue dans cette logique. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est de créer une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique qui donne de la confiance aux populations sénégalaises. Le Sénégal, aujourd'hui, veut une justice indépendante. Elle ne l'est pas. La conscience des Sénégalais. Les Sénégalais, dans leur vaste majorité, croient que nous sommes dans une justice Kumba Amday, Kumba Amulday. Aujourd'hui, il est important de redonner confiance aux Sénégalais. Et en ce faisant, il est important de prendre des actes forts, de poser des actes forts. Et le premier acte que nous allons poser, c'est de ne pas être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est très important. Nous ne serons pas chef de parti ou chef d'un mouvement ou chef d'une association. Nous serons exclusivement président de la République. Nous allons mener une dépolitisation de l'administration sénégalaise. C'est très important. Aujourd'hui, le mal qui gangrène la politique sénégalaise, c'est une ovopolitisation de l'administration. Ça veut dire que vous étiez dans un système où l'administration sénégalaise était très, très politisée? Trop politique. Trop politique. Pas très politique, mais trop politique.
de la tête aux pieds. Aujourd'hui, la tête de l'administration, le commencement de tout cycle administratif, c'est le ministre. Le ministre est trop politique aujourd'hui. Il n'est que politique. Oui, on me dit que oui, le ministre c'est un poste qui est politique, mais il n'est pas politicien. Il ne doit pas être politicien. Avec nous, un ministre ne peut pas être maire, un ministre ne doit pas être président d'un conseil départemental. Il doit regarder le territoire national de la même manière. Il doit regarder tous les Sénégalais avec la même considération. C'est important qu'un ministre aujourd'hui, au lieu de se focaliser à gagner une commune, qu'il se focalise à faire son travail. J'ai rencontré un ministre, un ami, dont je tairai le nom. Il me dit que, écoute, moi, je sais que je vais être reconduit parce que j'ai gagné ma commune. Il ne m'a pas dit qu'il va être reconduit parce qu'il a fait un bon travail. Il m'a dit que je vais être reconduit parce que j'ai gagné ma commune. Est-ce que Ndongo Ndiaye n'a jamais été ministre des Sports parce qu'il n'a pas de vraie base politique? Peut-être. Mais ce serait un mauvais jugement aussi. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas... Il faut prendre les ministres escalités. Il est important de mettre les gens qu'il faut aux places qu'il faut. Et c'est très important. Et ça, nous allons, dans notre démarche de réforme, séparer la chose politique à la chose administrative. Et c'est pourquoi nous allons, nous, en tant que président, avoir un gouvernement de 25 ministres, dont 19 ministres avec portefeuille. C'est-à-dire que 19 ministres qu'on appelait des ministres avec portefeuille, qui travailleraient sur des départements ministériels forts. Et les 6 autres ministres, des ministres territoriaux. Ça, c'est une réforme, une grande réforme. Alors, qu'est-ce qui peut nous assurer que Ndongo Ndiaye, élu président, va respecter tous ses engagements? Est-ce que qu'est-ce qui peut nous dire que vous allez le faire? Le président Macky Sall avait aussi pris beaucoup d'engagements qu'il n'a pas par la suite respectés. Cela n'a pas empêché que ses militants comme vous restent à ses côtés. Cela n'a pas empêché que le peuple lui renouvelle sa confiance à un moment. Qu'est-ce qui peut nous assurer aujourd'hui que vous, Ndongo Ndiaye, vous êtes différent des autres politiques? Bon, je pense qu'il est important de connaître la personne, de connaître son parcours. Et c'est tout ce que je peux vous donner. Je peux vous appeler à revoir mon passé, à connaître qui je suis. Et c'est tellement dans ce sillage que vous pourrez croire ou non que je tiendrai mes promesses. Et pour l'instant, je crois avoir tenu toutes mes promesses. Je crois avoir eu le courage de mes idées. Je crois avoir été aux côtés du peuple tout le temps. Et c'est dans ce sillage que je dis qu'il est important qu'on poursuive les grandes réformes. Bien. Et les réformes sur la justice, les réformes sur l'éducation, c'est très important. Aujourd'hui, il nous faut réformer une éducation. 18 mesures ont été annoncées justement par le gouvernement pour régler les problèmes de l'école également. Êtes-vous confiant? Non. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes personnes qui disent les mêmes choses et qui nous font tourner en rond. Je crois qu'il nous faut des décisions fortes. Aujourd'hui, il faut casser ce cercle. Vraiment arriver à poser de grands actes. Par exemple, je dirais qu'aujourd'hui, l'éducation nationale est trop dispersée. Il nous faut un grand département ministériel. On ne peut pas séparer le ministère de l'Éducation, l'enseignement supérieur, l'enseignement technique, c'est de l'enseignement. Il faut d'abord revoir la vision qui est d'abord de construire un Sénégalais nouveau, un Sénégalais entrepreneur, un Sénégalais citoyen, un Sénégalais conscient de son patriotisme. Et ça, c'est ce qui est important. Et ça, si on revoit le modèle, ça donne un nouveau contenu. Le contenu doit prendre en charge aujourd'hui la construction d'un Sénégalais entrepreneur. Aujourd'hui, notre éducation nous pousse à dire que si tu termines, tu dois être employé dans la fonction publique ou dans une entreprise. Mais nous ne finissons pas... Mais il y a des dispositifs d'accompagnement, donc vous ne pouvez pas tout nier également. Il y a des dispositifs, il y a d'énormes dispositifs. Justement, on va justement venir à ça. Ndongo Ndiaye, vous avez été pendant 10 ans. Ça, quand même, il faut qu'on s'en rappelle. Conseiller du président de la République chargé de la jeunesse et du sport. Vous êtes totalement comptable du bilan du régime de Macky Sall. Le phénomène
de Totalement. la migration irrégulière. Relativement, je dirais, relativement. C'est cela. Un conseiller, madame, n'a pas un pouvoir d'action. Et c'est très important. Nous sommes une centaine autour du président Macky Sall. Des conseillers, nous sommes une centaine. Mais vous étiez son conseiller chargé des questions de jeunesse. Alors permettez-moi d'en venir au problème de la migration irrégulière qui s'intensifie dans ce pays, monsieur le chargé, monsieur le conseiller chargé des questions de la jeunesse. De plus en plus de jeunes Sénégalais et même Africains sont prêts à débourser, des Sénégalais particulièrement, des sommes colossales pour rejoindre l'Europe. Justement, 10 ans après, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous dans la politique ou la vision de Macky Sall pour la jeunesse sénégalaise? Ce problème, quand même, pas pour dédouaner Macky Sall, ce n'est pas un problème de Macky Sall. C'est un problème de gouvernance qui a duré, qui a trop duré. Aujourd'hui, il est important de connaître vraiment les tenants et les aboutissants, les grands problèmes. Parce qu'il y a un problème, il y a bien sûr une problématique économique, une problématique politique, mais une problématique sociologique qu'il faut d'abord considérer. Aujourd'hui, la jeunesse ne se fait pas entendre. La jeunesse n'a pas été comprise par nos gouvernants. Ça, c'est la première chose qu'il faut reconnaître. Après les événements de mars, le président, parlant à la jeunesse, a dit « Je vous ai entendu, je vous ai compris ». Bon, enfin, je crois que j'avais cru qu'il avait compris la jeunesse, mais d'après les actes qui sont posés après, je trouve que ça n'a pas été très bien compris. Je vois que les messages que la jeunesse lance à ses dirigeants ne sont pas bien compris. Je crois que la jeunesse aujourd'hui occupe une place marginale. Et ce qui n'est pas normal. Nous avons plus de 70% de moins de 35 ans. Nous avons des dirigeants qui sont en majorité des gens qui sont âgés de 60 ans. Mais donc, ce que vous dites, c'est grave quand même. Oui. Vous avez été conseiller du président. Conseiller, je rappelle. En charge de cette jeunesse. Quand vous dites que cette jeunesse n'est pas comprise ou n'est pas entendue par les dirigeants, par les autorités, vous en faites partie. Oui, bien sûr. Et quel est votre degré de responsabilité? Bon, j'assume la responsabilité qui est mienne. Oui, je l'assume. Mais il faut savoir que j'ai été conseiller. Et tout le temps, pour vous dire que, pour vous faire comprendre un peu l'attelage, il y a toujours un conseiller, mais il y a un ministre. Le conseiller ne parle pas, il écrit. Il dit ce qu'il pense au président, qui prend ses décisions qu'il croit les meilleures. Pour moi, la décision qui devait être prise, c'est de reconsidérer la conversation avec la jeunesse. C'est-à-dire, la jeunesse doit se voir dans ce qui se fait. Et c'est ça le plus grand problème. Aujourd'hui, la jeunesse est marginalisée. La jeunesse est marginalisée dans la gestion même de la cité. Et que la jeunesse est la plus grande partie de la cité. C'est important qu'elle se voie partout. On doit voir beaucoup de ministres jeunes. Pour moi, il faut plus de 50% de jeunes. Parce que est-ce que l'âge du ministre ou du président est important? En 2012, quand on élisait Macky Sall, on disait il y a de l'espoir parce que c'est un président relativement jeune, né après les indépendances. C'est important. Vous êtes en train de dénigrer carrément tout ce qui a été fait depuis 2012. Est-ce que ça devrait être important? Je ne le dis pas comme ça, mais je dis qu'il est important. Il est important que cette jeunesse se voie dans tout ce qui se fait dans le pays. C'est important. Je donne un exemple simple, une anecdote. Un jeune d'un village que je tairai, à 21 ans, un village qui était vraiment proie à une immigration irrégulière. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont parties, il y a pas mal de morts. Alors le doyen du village, qui est un ancien colonel, comprenant qu'il est important de responsabiliser la jeunesse, a dit « Nous allons faire de ce jeune de 21 ans notre chef de village ». Et ils lui ont demandé de responsabiliser les jeunes. Et ces jeunes-là ont décidé de rester maintenant au village parce qu'ils se sont sentis considérés. Aujourd'hui, le problème n'est pas qu'économique. Les jeunes payent 500 000 francs, 1 million pour entrer dans les pirogues. Donc, ce n'est pas un problème seulement d'argent.
Mais c'est un problème de considération. Il faut que la jeunesse soit considérée davantage. Il faut qu'elle soit vue dans la gestion de la cité. Il faut qu'elle soit entendue. Il faut qu'elle soit dans les lieux de décision. C'est très important. Et ça donne un avantage psychologique qui permet de dire que, écoute, bu neexee ñu toog, bu naqaree aussi ñu toog parce que bokk nañ ci. Bien. Alors, si on ne le fait pas, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent se dire que, écoute, moi, j'en ai rien à cirer, je ne suis pas considéré, je ne suis pas écouté, donc je peux sortir. Mais il y a d'abord cette dimension sociologique qui vient s'ajouter à la dimension maintenant économique. Notre économie n'est pas une économie créatrice d'emplois. Il faut le savoir. Nous avons une économie qui considère un peu la croissance comme l'unité de mesure de sa santé. Oui, la croissance est importante, mais comment peut-on vraiment se contenter d'une croissance qui ne nourrit pas ces hommes? Il est important que cette croissance puisse créer des emplois. Nous devons orienter notre économie vers la création d'emplois. Et le premier acte à poser, c'est de cesser d'exporter nos emplois. Et nous le faisons. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Est-ce que la vocation de l'État, c'est de créer des emplois? Non, mais c'est de créer les conditions de création d'emplois. Comment? Aujourd'hui, je donne un exemple simple. Nous avons notre principale source de création d'emplois aujourd'hui, entre guillemets, c'est peut-être l'agriculture. Mais on nous dit que, voilà, après la saison des pluies, il faut exporter l'arachide vers la Chine. Mais ça montre un manque de vision. Il y a des programmes qui ont été mis en place dans ce sens, hein, comme des domaines agricoles communautaires. Non. Je pense que c'est du bluff de dire à tous les jeunes du Sénégal allez cultiver la terre. Ce n'est pas possible. Un jeune qui est né à Dieuppeul, qui a grandi à Grand Dakar, oui, c'est bon, si tu veux, si tu as une vocation agricole, tu peux aller le faire, mais ce n'est pas ça. L'agriculture d'abord, une bonne agriculture, c'est quand une minorité nourrit une majorité. C'est ça la bonne agriculture. C'est quand la machine remplace l'homme. Nous, en tant que président, quand on viendra au pouvoir, Inch'Allah, nous n'aurons pas de ministère de l'agriculture. Nous n'aurons un ministère du développement, un ministère de l'économie rurale, qui comprendra bien sûr l'agriculture, qui comprendra l'élevage, mais qui comprendra la transformation. Et c'est ça qui crée les emplois. Il faut cesser d'exporter nos emplois. Et le Sénégal pose toujours des actes qui poussent à exporter nos emplois. Nous exportons de l'arachide, alors que nous pouvons le transformer ici. Nous exportons même le pétrole. Le pétrole brut, il faut penser à ne pas l'exporter. Le Sénégal n'a pas encore oui, la technologie quand même, M. Ndongo. On parle du baril, on parle tous les jours de notre pétrole. Je pense que parler de notre pétrole, c'est d'abord parler de la pétrochimie. C'est parler de la transformation qui devrait être faite ici. Et c'est ça qui va créer une bonne consommation, une bonne participation de la population. Il faut que les gens se retrouvent dans le pétrole. Oui, bien sûr, on exporte des barils de pétrole. Mais c'est bien. Mais oui, nous n'avons pas la technologie, M. Ndongo Ndiaye. Mais il faut la chercher, c'est aussi simple que ça. Il faut chercher des partenaires qui viennent s'implanter ici avec des travailleurs sénégalais pour que la transformation des barils, nous allons le verre, le pétrole, pas le pétrole brut, l'essence, le gasoil, c'est ça que nous devons exporter. Pas les barils. Alors, nous devons nous focaliser sur la pétrochimie. Et c'est ça qui nous pousse à créer des emplois. Bien. On a beaucoup de choses qu'on exporte. On exporte nos fruits, alors qu'on ne devrait pas exporter les fruits. On doit exporter du jus de fruits. On doit exporter d'autres choses. On doit exporter des produits dérivés de nos matières premières.
pas de la matière première. Bien, alors, Ndongo Ndiaye, qui doit être vraiment la nouvelle donne et qui va créer des emplois. C'est ça une économie créatrice. Alors, Ndongo Ndiaye, on ne peut pas s'empêcher de parler de basketball puisque vous êtes ancien international de basket et puis vous avez conseillé le président en matière de sport. Vous êtes fier de certaines réalisations. Ndongo Ndiaye, parlons justement de basketball depuis 2015 chez les dames et depuis 1997 chez les hommes. Le Sénégal, qui a longtemps quand même régné sur l'Afrique, n'a pas remporté d'afro-basket. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Écoute, je pense qu'une partie, c'est que nous avons dormi sur nos lauriers. Parce que ça, il faut le reconnaître, que les pays ont travaillé plus que nous. Nous avons, nous nous sommes contentés de nos qualités, de notre histoire. Et je pense qu'en sport, en général, il faut toujours savoir oublier les défaites, mais savoir oublier aussi les victoires pour en construire d'autres. Et en basket particulièrement, nous avons eu un passé glorieux et nous nous en félicitons. Mais nous devons continuer le travail parce que les autres pays travaillent. Les autres pays travaillent et qu'ils veulent nous battre. Et pour cela, nous avons des modèles. Le modèle aujourd'hui le plus accompli en Afrique, c'est le modèle sud-soudanais qui a vraiment fondé un leadership un leadership fort sur des anciens joueurs qui sont revenus, qui ont amené bien sûr la connaissance, mais qui ont amené les nouvelles technologies pour construire un basket fécond. Nous devons le faire, nous devons travailler en ce sens. Et ça me lance sur le fait qu'aujourd'hui, en général, il ne faut pas que les Coupes d'Afrique qu'on a gagnées en football soient l'arbre qui cache la forêt. Il est important de savoir que le sport, ce n'est pas seulement le basket et le foot, c'est les autres sports aussi. Le Sénégal n'est pas encore un pays de sport. C'est un pays de sportifs, mais il n'est pas encore un pays de sport. Il faut développer la culture sportive. Il faut développer le sport à l'école. Il faut que les infrastructures sportives soient dans les localités. Aujourd'hui, nous avons un grand stade. Nous avons de grands stades. Nous nous en félicitons. Mais tant qu'on n'a pas des stades gazonnés, des stades fermés aussi pour les sports de salles, dans toutes les communes du Sénégal, il faut savoir que nous n'y sommes pas encore. Il faut continuer. Et parlant d'infrastructures, à plusieurs reprises, le ministre des Sports a annoncé la réfection du stadium Marius Ndiaye. Macky Sall quitte bientôt le pouvoir et en 11 ans, rien n'a été fait. Comment, justement, vous, en tant que spécialiste du basketball, particulièrement, appréciez-vous la gestion de cette discipline par les différents ministres des Sports qui sont passés? Écoute, moi, je ne jugerai pas les ministres en tant que tel, je juge la politique en général. Ce qui est important à savoir, c'est que moi, je suis très déçu, je le répète, de ce qui a été fait avec le stade Demba Diop, dans lequel se trouve le stadium Marius Ndiaye. Pour moi, le fait que ça ait été donné à la Fédération sénégalaise de football n'a pas été la bonne décision pour moi. Il est important de savoir que le stade Demba Diop, c'est un stade mythique, un stade historique qu'il fallait quand même reconstruire, qu'il fallait redonner aux populations sénégalaises comme une marque de l'histoire. Il fallait faire du stade Demba Diop une nouvelle donne pour l'architecture de Dakar. Comme l'a été la mosquée Massalikul Jinan, qui est un atout de plus pour l'architecture de Dakar. Le stade Demba Diop est une architecture de ville, pleine d'histoire, dans tous les sports. Les grands combats ont été là-bas, les grands matchs de football, les grandes rencontres sportives s'y ont été tenues. Il est important de le reconsidérer et pas de le donner à une fédération. Je n'ai rien contre la fédération de football, mais je dis qu'il est important de reprendre le stade Demba Diop et de le donner aux populations.
pas à une fédération. Et comment le donner aux populations, justement? Le donner aux populations, c'est en faire, par exemple, un stade qui soit à la portée des populations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Nawetan de Dakar s'est arrêté parce que le stade Demba Diop n'était pas à la portée des populations. Les quartiers ne peuvent plus avoir accès au stade Demba Diop et qu'aujourd'hui, quand on le donne à la fédération va gérer son management, il va se focaliser sur les entrées et sur les entrées financières, pas sur la dimension populaire, la dimension historique du stade. Et je pense que il faut reconsidérer vraiment cette dimension qui n'est pas, à mon avis, a été bien considérée quand on donnait le stade à la Fédération sénégalaise. Alors là, vous parlez de foot local. Il y a plus d'1 an, le président a annoncé un programme pour accompagner le football local. Depuis lors, également, rien n'est fait. Les clubs locaux peinent même à retenir leurs meilleurs joueurs. Plus de 40 joueurs ont quitté le Sénégal cette année pour signer dans des championnats étrangers. Est-ce que, Ndongo Ndiaye, vous trouvez que le gouvernement a une réelle politique pour développer le football local? Et vous, en tant que candidat, qu'est-ce que vous comptez faire pour le développer? D'abord, pour moi, le football local, ce n'est pas au gouvernement de le développer. Parce que ça, il faut être clair. Le football local, c'est une association. Bien sûr, nous devons les accompagner. Et nous les accompagnerons. Nous les accompagnerons dans la mise en place d'un système qui puisse leur donner suffisamment de fonds pour tenir les compétitions. Mais il faut savoir que ce n'est pas au gouvernement de décider ou de décréter le développement du football local. Cependant, par exemple, pour des disciplines comme la lutte, la lutte a une particularité ici au Sénégal, que c'est la seule discipline qu'on dirait une discipline sénégalaise, parce qu'on dit la lutte sénégalaise. Mais aujourd'hui, la lutte sénégalaise devrait être à l'image de la NBA. Aujourd'hui, les Sénégalais doivent, ces lutteurs, ces jeunes lutteurs doivent pouvoir vivre de leur métier. Ils quittent pour aller à la MMA. Oui, et ça veut dire qu'il y a un problème de vision. Et c'est facile à régler. C'est un problème qui demande un peu de vision, un peu de marketing, un peu d'accompagnement. Moi, en tant que président de la République, ce que je ferai d'abord, je ferai du drapeau. C'est-à-dire que le roi des arènes sera un drapeau national qui sera donné par le président de la République chaque année. Je donnerai à la lutte et aux lutteurs sénégalais, par exemple, une donation de 2 milliards. Où est-ce que vous comptez tirer ces fonds? Sur quel levier vous allez vous appuyer? Il y a d'abord une subvention venant du ministère des Sports. On va le budgétiser par rapport au ministère des Sports. Mais dans notre forme de gouvernance, nous avons déjà ouvert des poches où nous allons gagner de l'argent. Parce que quand je dis que nous aurons un gouvernement de 25 ministres, déjà nous allons au moins épargner 80 milliards là-bas. Parce que chaque cabinet de ministres qu'on n'a pas, c'est 3-4 milliards qu'on pourrait épargner. Et tout cela va revenir d'abord sur les investissements, comme d'abord sur la donation à la lutte sénégalaise, mais aussi ça va nous aider à construire les 1000 centres et postes de santé que nous allons construire. Alors, donc, il y a combien de pourcents du budget comptez-vous investir dans le sport? Vous allez attribuer combien de pourcents du budget national au moins 1%. Au moins 1%. Nous allons faire du sport d'abord de la culture, une culture sportive. Nous allons développer une culture sportive. Et quand je dis 1%, ça ne veut pas dire que nous allons continuer à donner des milliards incontrôlés aux équipes nationales. Ce n'est pas ça que je veux dire. Quand je dis 1%, c'était la promesse de Macky Sall que vous aviez défendue lors de la campagne. Oui, absolument, je l'ai défendue. Oui, mais nous aurons 1%. Mais ce pourcentage-là, c'est d'abord pour construire une culture sportive. Nous allons construire des stades dans toutes les communes, des infrastructures sportives. Parce que comme je disais auparavant, pour maintenir la mer de l'immigration irrégulière, c'est l'exode rural.
L'exode rural, la principale cause, c'est le manque d'infrastructures d'abord dans les communes. D'infrastructures de sport Oui, ou d'infrastructures de toutes sortes. D'abord de sport. Les jeunes, pour les garder là-bas, il faut les faire jouer. Il faut qu'ils aient des stades, il faut qu'ils aient des lieux d'expansion culturelle. Il faut qu'ils aient des places où ils peuvent jouer. Bien. Alors, donc, nous sommes à 5 minutes, à 2 minutes de la fin de l'émission. Il y a la question, une question importante pour vous, puisque vous êtes un ancien athlète, du traitement réservé aux anciens athlètes. Le cas Ken Ndoye, on ne peut pas ne pas en parler, décédé déçu d'une longue maladie et qui a toujours réclamé ses primes, qui les a réclamées jusqu'à sa mort et n'ont pas été payées. Il y a le cas Malang Mané. Qu'est-ce que cela vous fait en tant qu'ancien athlète, et surtout conseiller en matière de sport du président? Vous allez dire que j'aime répéter cette phrase, de voir ce traitement réservé aux anciens sportifs sénégalais. J'avoue que sans pour autant aussi essayer de dédouaner le président Macky Sall, il a beaucoup fait pour ses athlètes. Oui, j'ai été témoin du président qui a beaucoup fait pour Ken Ndoye et pour d'autres athlètes qui étaient dans le besoin. Ça, il faut le reconnaître. Il ne le fait pas à haute voix parce que quand même, quand tu aides quelqu'un, il faut le faire de la manière la plus discrète possible. Mais je crois qu'il est important de mettre en place un système de retraite pour les athlètes. Ce n'est pas le fait d'accompagner ou non, d'envoyer 1 million, 2 millions par-ci, par-là qui règle le problème. D'abord, il faut que les athlètes aussi jouent le jeu. C'est important. Parce qu'on ne prépare pas sa retraite en confiant son avenir à un gouvernement. Qu'ils acceptent de cotiser. Oui, qu'ils acceptent de cotiser, qu'ils acceptent de mettre en place un système d'épargne où, quand tu gagnes de l'argent, tu prépares ta retraite toi-même. Et maintenant, ça, le gouvernement va mettre en place une structure qui pourrait accompagner les athlètes pour leur futur. Ça, mais je pense que nous devrons le faire, mais nous devrons le faire en collaboration avec les athlètes et nous le ferons. Nous aurons vraiment une caisse de sécurité pour les athlètes, pour les permettre non seulement de jouir d'une belle retraite, mais aussi au moins de profiter de leur santé et vraiment de leur famille après avoir servi le Sénégal. En tout cas, Ndongo Ndiaye, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Aïssata. Alors, le JDD se terminait. Je rappelle que nous recevions Ndongo Ndiaye, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, ancien conseiller du président en matière de sport et de jeunesse. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.